je n'en pouvais plus. Et j'ai aussi envie de me livrer à vous qui ça intéresse. Hello mes puces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo blabla. Prenez-vous un petit thé, quelque chose. Moi, je viens de me faire un petit latte. J'ai ma petite manucure fraîche d'hier. Plein de petites étoiles. Ce qui était prévu, c'était une vidéo plutôt, de nouveau comme la dernière vidéo, donc un studio vlog. Malheureusement, ma carte SD a craché et donc j'ai perdu tous mes rushs. Je vous avoue que ça m'a un peu miné le moral, mais j'avais quand même envie de vous sortir une petite vidéo et ça fait longtemps que je dis que je dois vous faire une vidéo sur tout mon parcours professionnel. Et en plus, la dernière vidéo blabla que j'ai fait, c'était à propos de mon poids. Ça vous a vraiment énormément plu, donc j'espère que celle-là vous plaira aussi. Et j'ai le plaisir aussi de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par, de nouveau, Hula Popken. Hula Popken, c'est une marque avec qui je travaille déjà depuis quelques années, notamment sur Instagram, mais aussi maintenant sur YouTube. C'est déjà la deuxième vidéo qu'ils sponsorisent, donc un tout grand merci à eux. Hula Popken, c'est une marque de vêtements féminins de prêt-à-porter qui va de la taille 42 jusqu'à la taille 60, les gars. Je vous avais déjà montré quelques looks auparavant, je vous en remontre quelques-uns ici. J'ai pris cette fois-ci de la lingerie, un petit ensemble pilou-pilou pour l'hiver et aussi un chouette ensemble cosy pour la maison, dont ce joli petit pull avec des nœuds. Vous savez que je suis une grande fan de nœuds. Comme je travaille beaucoup à la maison, j'aime bien porter des ensembles quand même jolis, un minimum habillés tout en étant confortable. Hula Popken fait une offre pour le Black Friday. Vous avez moins 20% et pas seulement que pour les nouveaux clients, mais pour tous les clients. Si vous êtes déjà membre, vous avez également droit à ces moins 20% du 24 au 29 novembre durant toute la période du Black Friday avec mon code Marine123, Marine123. Je m'hydrate un petit peu et c'est parti. Ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de mon parcours professionnel parce que souvent quand on se présente à quelqu'un qui ne nous connaît pas encore, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et c'est souvent la question piège parce que je ne sais pas quoi répondre, parce que j'ai tellement de casquettes que c'est compliqué de résumer ça en quelques phrases. Cette vidéo va être catégorisée et divisée en plusieurs chapitres. Je vais d'abord dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Après, je ferai une petite introspective sur ma vie, voilà, puisque elle est intéressante. Je suis une... Pour qui je me prends en fait? Qui ça intéresse? J'espère quelques-uns. En tout cas, je trouve que j'ai un parcours quand même assez inspirant et j'ai aussi envie évidemment de me livrer à vous puisque cette année, le 4 décembre, ça fera 9 ans que Curvy Blue Marine existe. C'est pas rien et donc ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que je fais exactement, dans quoi je travaille, je dis que je travaille dans la com. C'est plus général. J'avoue, parfois, j'ai un petit peu honte d'expliquer que je suis influenceuse / créatrice de contenu, ou alors je le dis, mais j'explique plus en détail parce que, voilà, il y a encore beaucoup de clichés et je ne m'estime pas faire partie de ce lot d'influenceurs-là. En général, du coup, ils sont curieux, ils ont envie d'aller voir mon compte et quand ils vont voir ce que je fais, évidemment, ils se disent « Ah oui, ok, on parle d'autre chose, ça n'a rien à voir avec les influenceurs de Dubaï et compagnie. » Donc j'explique que je suis dans la com, mais en réalité, je fais beaucoup plus que ça. En réalité, actuellement, aujourd'hui, j'accumule 3 jobs. Et l'année dernière, j'en accumulais 4. Je suis collaboratrice parlementaire depuis bientôt 4 ans. Alors en quoi ça consiste? En fait, je m'occupe de la communication générale et des réseaux sociaux d'une députée fédérale. Cependant, je suis toujours restée en 4 ans hyper impartiale. Je fais vraiment la part des choses entre mon activité complémentaire, Curvy Blue Marine, l'influence et ce travail-là. C'est un CDI, c'est un mi-temps. Pour moi, c'est un travail, comme on dit, un boulot alimentaire. Néanmoins, c'est vrai que ça fait 4 ans que j'y suis et je ne me suis jamais autant plu quelque part. Vous allez voir plus tard dans mon parcours, mais j'ai eu quelques péripéties dans le milieu du travail et de l'entreprise. Ce n'était pas du gâteau. J'ai été travailler au Luxembourg, toi-même tu sais. À côté de ce boulot-là, j'ai donc Curvy Blue Marine que j'ai lancé il y a 9 ans pendant mes études et ça fait 5 ans que c'est devenu une activité complémentaire. Quand j'ai lancé Curvy Blue Marine, il n'y avait absolument pas à ce moment-là des histoires de collaboration rémunérée, commerciale, etc. Donc voilà, ça fait 5 ans cette année que Curvy Blue Marine a un numéro TVA. Je n'y connaissais absolument rien au fait d'être indépendant, bien que j'ai eu un père indépendant et que ça m'a donné le goût, l'envie. Donc j'ai fait quelques petites erreurs au début de parcours, mais voilà, maintenant tout est en règle. D'année en année, mon chiffre d'affaires évolue et augmente chaque année, mais je n'en vis pas encore à 100%, mais c'est un domaine et un milieu très instable. Je peux recevoir une demande de collaboration au mois de janvier et être payée au mois de juin. Très très compliqué d'en vivre à 100%. Si j'accumule autant de jobs et de casquettes, ce n'est pas pour rien.
Ma troisième casquette, c'est Glow It Agency. Glow It Agency, c'est une agence de communication qu'on a ouvert ma compagne et moi-même en juillet de l'année dernière. Ça fait 1 an et demi. Et en fait, ce que je fais pour moi, je le propose pour d'autres personnes. Donc, je le propose pour des indépendants principalement, des indépendantes, je dirais même principalement. Donc, on fait du community management, des vidéos de lancement, etc. On fait tout ce qui est logo, site internet, bref. Tout ce qui est digital en général. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer, mais maintenant, ça y est, on vient d'ailleurs d'engager notre premier employé à mi-temps pour le moment, et c'est un peu la folie et c'est un peu compliqué. Et l'année dernière, j'étais également prof en cours du soir en community management à l'IFAPME à Arlon, chose que j'ai arrêtée cette année parce que à un moment donné, je n'en pouvais plus. Mais j'ai arrêté vu que Glow It prenait de toute façon une bonne tournure. Voilà, ça c'est tous les métiers que j'exerce aujourd'hui à l'heure actuelle. Maintenant, je vais vous revenir un petit peu en arrière, surtout mon parcours scolaire. Mais aussi un peu toute l'histoire de ma famille, parce qu'en fait, je trouve que l'écosystème dans lequel j'ai baigné a favorisé là où j'en suis aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui. Il faut savoir. Il faut sachez que je suis l'aînée de ma famille. On est 5 petites filles. Maintenant, il y a même des petits-enfants. On est 5 petites filles et j'étais la première. Donc évidemment que je devais montrer l'exemple. J'étais responsable des autres. Évidemment que j'ai peut-être dû grandir un peu trop vite. D'ailleurs, on me disait toujours que j'étais très mature pour mon âge. On me félicitait pour ça, mais avec le recul, en fait, ça voulait dire déjà bien des choses sur ma personne. Dans ma famille, et ça c'est un bel exemple, je dois dire, je suis très reconnaissante de ça, on a toujours travaillé par passion. On a toujours fait des métiers qu'on aime et du coup ça m'a montré quand même un très bel exemple. Par exemple, mon grand-père est inspecteur de direction. Sa carrière, c'est toute sa fierté. Il est un passionné de pédagogie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vraiment appris à conduire, à lire, à écrire, à tout en fait. Pour lui, il n'a jamais eu à travailler un seul jour de sa vie puisqu'il était heureux, puisque la pédagogie le passionnait. Mais alors évidemment, comme il est inspecteur de direction, pour lui, l'école, c'était très important. Ensuite, j'ai eu l'exemple de mon papa. Mon papa, il a été indépendant une grande partie de sa vie. Mon papa était fonctionnaire à la toute base, il était malheureux dans ce qu'il faisait. Je crois même qu'il a été jusqu'au burn-out aussi, notre bon vieux Bernard. Et il a arrêté du jour au lendemain. J'étais déjà née et c'est là qu'il a créé sa propre société de matériaux écologiques. Pour l'époque, je vous le dis, donc ça remonte à 27 ans, c'était le premier. On ne parlait pas encore du bio, on ne parlait pas encore d'écologie, etc. Il était vraiment pionnier. Il a construit cette boîte pendant plus de 15 ans. Évidemment, j'ai des souvenirs que mon papa n'était pas très présent parce qu'il travaillait beaucoup, mais j'ai aussi des souvenirs où on allait le voir à sa boutique, dans son entrepôt, qu'on jouait à cache-cache avec ma sœur dans la remise. Et donc, j'ai la vision d'un papa qui bosse dur pour arriver à gagner sa vie. Cependant, j'ai vécu avec lui de ma période de mes 15 ans à mes 20 ans. Il me semble que j'en avais parlé dans la vidéo précédente blabla, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'une figure masculine, et donc j'ai fait la demande pour vivre avec lui pendant 5 ans. Et du coup, il est venu habiter dans la région. Et pendant 5 ans, il a fait les allers-retours. Donc plus d'1 heure de route, plus aller-retour, donc 2 heures de route par jour. Il l'a fait pour pouvoir vivre avec moi, tout en continuant de travailler. Donc évidemment, c'est un bel exemple parce que ça m'a donné le goût et l'envie d'être indépendant parce qu'il a rangé ses horaires comme il voulait. Mais en final, je le voyais bosser tout le temps. C'était très rare qu'il ne bosse pas. En fait, indépendant, c'est tout le temps. Après, il faisait ce qu'il aimait. Je crois que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne tiendras de toute façon pas dans le temps. Donc je ne l'ai pas vu beaucoup, même si je vivais avec. Je ne lui en veux pas, voilà. Avec le recul, sur le moment, je lui en voulais. Maintenant, avec le recul, maintenant que je suis indépendante, je comprends. J'ai 32 ans, j'ai envie d'avoir des enfants, mais je ne le fais pas parce qu'en fait, je sais que je ne pourrais pas lui apporter l'attention qu'il a besoin et qu'il mérite. Après 15 ans, mon papa a légué toute sa société à son associé. Il a ensuite refait des études pour être coach de vie. C'est très à la mode, hein, ça, coach de vie, coach, je ne sais, coach de mes couilles. Donc ça aussi, j'ai appris de lui ce désir, cette soif d'apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Depuis 5-7 ans, je ne sais plus exactement, il est de nouveau indépendant, il est coach, de dirigeant d'entreprise. Ensuite vient ma maman, qui elle aussi a fait un métier passion. On peut dire qu'on est une famille un peu, pas d'artistes, mais presque. Ma maman est chanteuse d'opéra.
C'est pas quelque chose qu'on entend souvent et j'avoue, faut dire que je me le suis pété un petit peu avec ça. Donc elle a fait 8 ans d'études de musique. Je suis née, elle était en pleine carrière, je l'ai connue toujours faire des concerts, bien qu'elle a mis beaucoup de côté quand on est né pour s'occuper de ma sœur et moi. Ça aussi c'est quelque chose qui me fait peur de devoir mettre sa carrière de côté pour s'occuper des enfants. Ma maman fait toujours un peu des concerts mais beaucoup moins et elle est surtout prof, donc elle donne des cours de chant à ses petits élèves qu'elle chouchoute. C'est une prof formidable ma maman, quelqu'un de très humain. Mais voilà, j'ai grandi dans ma chambre, je devais étudier en entendant toujours ma mère chanter, etc. Encore maintenant, je vais la voir quand elle chante à des concerts, etc. Dès que c'est un de mes plus grands regrets de ne pas avoir fait de musique. J'ai essayé de refaire du piano il y a pas longtemps, c'était une catastrophe, j'ai arrêté. Donc ma mamie, elle n'a pas travaillé, enfin officiellement, mais elle faisait quand même toujours quelque chose. Elle était bibliothécaire, elle faisait des cours de cuisine, des cours de danse, elle faisait des costumes, de la couture. Et encore aujourd'hui, à son grand âge, elle est toujours occupée à faire quelque chose. Elle est toujours bénévole dans le syndicat d'initiative du village. Elle est toujours en route, etc., etc. Bref, dans ma famille, on ne s'ennuie pas beaucoup. Je ne connais pas de grands-parents qui sont assis devant la télé toute la journée. Mes grands-parents sont toujours actifs. Papy fait de la danse folklorique. Il voit toujours des amis. Ils font toujours des choses, même s'ils sont pensionnés. Bref, on est une famille d'hyperactifs. Maintenant que vous avez un peu le contexte familial, je reviens un petit peu à mon parcours scolaire. Alors évidemment, je sais que le système belge scolaire et le système français n'est pas du tout le même, donc je vais dire les termes belges et je mettrai en traduction les termes français. En primaire, ma scolarité a plus ou moins été. J'avais quelques difficultés déjà en maths et en sciences. Je me rappelle que je faisais des devoirs avec mon grand-père. Je finissais en larmes, on voyait vraiment les larmes sur la feuille qui était toute abîmée. Mais heureusement qu'il était là parce que c'est lui qui m'a vraiment tout appris. Et je me rappelle qu'à la 6e primaire, il y a les fameux examens cantonaux, qu'on appelait ça. Et donc mon grand-père, c'est lui qui les faisait, donc il avait un peu les réponses et les questions. Et donc il me les a pas données évidemment, mais il m'a bien entraîné pour que je fasse le meilleur score possible. Et je crois que je suis sortie avec 83%, je ne sais plus. Voilà, ensuite je rentre en secondaire, première, deuxième, troisième. J'ai toujours des difficultés avec les maths et les sciences, je suis souvent pétée, mais j'arrive quand même toujours plus ou moins à réussir, mais à la limite quoi. Toujours 50-60%, jamais plus. Et j'ai souvenir quand même que l'école, c'est que je me sens pas à ma place, que c'est une corvée, mais bon, voilà, il faut y passer, c'est comme ça. La 3e année, j'ai la mononucléose et du coup, je rate beaucoup d'examens de fin d'année. J'arrive à en repasser certains et on me laisse passer l'année de 3e, mais en disant que voilà, j'avais quand même des difficultés, mais que dans l'ensemble, l'année avait été bonne et que du coup, ils me laissaient passer. Rentre dans la nouvelle école, 4e année, souvent c'est une difficile. Voilà, sans trop de surprise, parce que c'était une année où j'avais pas fait grand chose. Je me l'ai glandé un peu, je crois que c'était dans les premières années de ma relation avec mon ex, etc. Je redouble ma 4e année. Mais bon, je m'y attendais. Je réussis celle d'après, je passe en 5e année. Et là, 5e année, là en revanche, avec grande surprise, parce que là, j'étudiais et j'étais quand même pétée. Je redouble la 5e année et là, c'est vraiment le désarroi pour moi. Le fait que j'avais des difficultés scolaires, ça m'a appris à vraiment bosser tous les jours. J'avais des cours de rattrapage, j'avais été même voir une coach à l'époque qui m'avait dit de mettre des photos de maisons de mes rêves pour me motiver à étudier. Mais sur le moment, ça avait marché, enfin bref. Donc je double ma 5e année, ça me fait vraiment chier, je me sens bête et je me sens comme si j'étais la honte de la famille. L'école où j'étais, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais elle est réputée pour être une école très élitiste et on essaye de me mettre en technique. Et pour ma famille, évidemment, où les études c'est très important, on va certainement pas la mettre en technique, c'est une voie de garage. Il fallait que je reste en général et en plus de ça, je crois que j'en avais envie aussi personnellement parce qu'en fait, je voulais être psychologue et donc il faut absolument faire tes générales. Et du coup, comme j'ai doublé 2 fois, on m'a emmené voir une psychologue pour faire un test de QI. Et le test QI, évidemment, n'était pas très bon. Hein? Il était pas bon du tout. Je crois que j'étais vraiment à la limite. Quelle horreur quand on y pense. Et d'ailleurs, elle m'avait dit, écoutez, vous êtes apte à faire des études, mais vous allez galérer. Ceci dit, elle a eu raison, j'ai galéré. Avec le recul, j'imagine, j'étais une ado, je ne sais pas qui je suis, j'étais mal dans ma peau, et on te dit que t'es conne et que t'es bête en fait. C'est horrible quand on y pense. Alors en fait, il y a plein de formes d'intelligence différentes. On aurait pu aussi me faire un QE, donc quotient émotionnel. Et là, t'inquiète que je répétais les scores.
Bref, je bosse, je termine la 5e année, je réussis quand même. Je passe en réto, donc réto c'est la 6e et dernière année. Je passe ma meilleure année. Il y avait plein d'activités qui fait que j'ai passé vraiment une année géniale. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de nostalgie quand j'y repense. Et je réussis ma réto. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi ma réto. Vient le moment de choisir ses études. Moi, j'ai toujours voulu faire psychologue, mais je me dis quand même que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans les écoles. Et donc, je vais voir, toquer à toutes les écoles de tout ce qui m'intéressait parce que il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tout ce qui m'intéressait, c'est des choses que je fais maintenant. J'avais été voir l'école Make Up Forever, qui est une école de maquillage. J'avais été voir l'école Saint-Luc à Bruxelles, qui est une école d'archi d'intérieur. J'avais été voir plein d'écoles. Et là, je me suis dit, ok, Marine, effectivement, je pense que tu vas quand même un peu galérer si tu prends des études que théoriques. Il vaut mieux que je prenne quelque chose avec et de la théorie et de la pratique. Et quand j'ai vu la journée porte ouverte de l'archi d'intérieur, j'avais des étoiles plein les yeux. J'ai vu toutes les petites maquettes. Et moi, j'ai toujours une grande sensibilité pour la déco. Déjà très petite, en fait, dès 5 ans, je changeais les meubles de place tous les 3 jours chez ma mère. Et en fait, quand je vois ce que je faisais quand j'étais petite, les Sims aussi, je jouais énormément aux Sims. Les maisons que j'ai construites, etc. En fait, je me dis, mais en fait, c'est ça que je dois faire, c'est archi d'intérieur. Et donc, je me suis inscrite à Saint-Luc, à Liège, dans un premier temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études. Et là, c'est vraiment de nouveau de très 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 bons souvenirs. J'ai commencé ces études et en fait, je me suis rendu compte que j'étais douée. Et ça a vraiment changé ma vie. On avait des cours de croquis, on avait des cours de perspective. Bon, de nouveau, il y avait quand même des cours où tout ce qui était maths et sciences, donc tout ce qui était cours de construction, matériaux, j'étais un peu moins bonne, mais ça allait quand même. J'ai fait ma luxe, donc mon baptême étudiant en même temps, où je me suis éclatée. J'ai réussi à allier sortie, parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas profité de mes études. Je suis sortie, j'ai guindaillé. C'est vraiment tout ça, c'est des termes très très belges. J'ai guindaillé, j'ai fait ma luxe, j'ai fait les chapis, mais c'était important pour moi de réussir. J'arrivais vraiment à concilier les deux. J'ai fait plusieurs nuits blanches, que ce soit pour sortir, mais aussi pour les maquettes. Ça aussi, c'était un délire. Et alors, en 3e année, c'était quand même la plus dure. Là, je me suis dit, c'est bon, Marine, ça fait 2 ans que t'as profité. J'ai jamais eu de distinction de ma vie. Donc, distinction, c'est quand, vous savez, c'est les mentions que vous avez en fonction de vos résultats. Bref, je n'ai jamais eu des vraiment bons résultats dans mes études. J'ai envie de m'en donner les moyens cette année et j'ai envie de réussir avec 70%. Je me suis mis cet objectif-là. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais envie de prouver, j'avais envie de prendre ma revanche. Et j'y suis arrivée, les gars. Je ne faisais que bosser. Je ne dormais plus, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Vraiment, sur la fin, ça devenait tendax. Je prenais plus du tout soin de moi. Mais voilà, mais j'y suis arrivée à cette fameuse distinction. Mes grands-parents étaient venus avec moi à Liège. Il y avait vraiment une remise de diplôme. Effectivement, comme m'avait dit la psy, ça allait être dur. J'ai eu dur. Mais j'y suis arrivée. Et c'est marrant parce que quand tu te mets un objectif comme ça à atteindre et qu'une fois que tu l'as atteint, et ben le après, purée, la descente, elle est dure. Hein. J'étais bon, bah voilà, j'ai eu 70% et quoi? Et bah il se passe plus rien en fait. C'est juste, on s'en fout, tout le monde s'en branle. C'est une satisfaction personnelle. Ensuite, dans les études d'archi d'intérieur, on a le choix de choisir entre 3 options. Il y avait patrimoine, général et scénographie. Et général, bah tu faisais un peu tout et c'était en 1 an et pas en 2. Moi, après 3 ans, je me sentais absolument pas apte. Donc, je voulais vraiment absolument faire un master. En plus de ça, on me répète depuis toute petite que les études, c'est super important. Évidemment que je vais te faire 5 ans d'études et pas 3. Et comme le master proposé ne m'intéressait pas à Liège, j'ai été voir du côté de Bruxelles. ESA, donc École supérieure des arts. Hein? Et à Bruxelles, ils proposaient une toute nouvelle option. C'était la première année qu'ils la faisaient et qui était l'option Social Design. En gros, c'était faire du design pour une cause sociale. Donc, c'était faire, par exemple, tout ce qui était mobilier urbanistique, l'architecture d'intérieur et le design, mais au service de la population pour régler des problématiques sociétales. Et donc, ça me parlait vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai terminé mon année avec un projet que j'avais fait sur Stella McCartney. Là, j'avais mélangé toutes mes passions réunies. J'avais trop kiffé. Stella McCartney, qui est une créatrice de mode, qui est très engagée d'un point de vue écologique. Et donc, j'avais fait un pop-up store pour elle en mycélium, qui est un champignon et qui se biodégrade. Le pop-up store pouvait se biodégrader tout seul et il n'y avait donc pas beaucoup de déchets. Voilà. Après, ceci dit, comme c'était la première fois qu'ils faisaient cette option, c'était un peu bancal. On se faisait un peu chier, quoi. Et c'est justement parce que je m'ennuyais qu'est née Curvy Blue Marine. Et là, on entre dans un nouveau chapitre et je dois partir. Donc, je tournerai la suite de cette vidéo un peu plus tard. Remets puss, nous sommes 2 jours plus tard. J'ai finalement pas eu le temps la dernière fois quand j'ai commencé la vidéo de venir terminer mon histoire près de vous, la journée a filé, etc. Et on est dimanche, donc j'avoue que j'ai pas trop fait d'efforts. Le dimanche, c'est masque, self-care, skincare, tout ça.
Donc je pense qu'on était à la fin de mes études. J'en suis venue à la réflexion de pourquoi pas lancer mon blog Curvy Blue Marine, puisque je m'ennuyais beaucoup en cours et donc je me suis dit écoute Marine, ça fait très très longtemps que tu aimes la mode, t'as toujours eu des formes, mais tu les as aussi toujours assumées. On te demande souvent d'où viennent tes vêtements, tes amis te complimentent souvent sur tes tenues. J'adorais les blogs et bizarrement j'en trouvais aucune de blogueuse qui était comme moi. Je trouvais soit des toutes fines, soit des plus fortes que moi ou grosses. Je pense que c'est pas un gros mot et qu'on peut le dire. Et du coup, moi, je me reconnaissais dans aucune d'entre elles. Et je me suis dit, pourquoi pas créer le mien. C'est comme ça que je me suis lancée dans la fabrication d'un site internet WordPress homemade, fait maison. Je me rappelle que j'avais demandé des idées de noms à mes amis et je sais pas, j'ai toujours eu le Blue Marine en tête parce que je trouvais que ça faisait la couleur, le jeu de mots, Bleu Marine. Et au début, on était sur Little Blue Marine parce que ça sonnait bien, mais j'étais à mes Little, je suis pas du tout petite et c'est comme ça que je me suis dit, mais moi en revanche, je suis curvy, pourquoi pas Curvy Blue Marine? Et c'est resté, je n'ai jamais changé. L'année dernière, j'ai voulu en changer. Je suis plus que ça, je trouve que je suis beaucoup plus que juste mes formes. Et d'ailleurs, YouTube, au début, j'ai mis Just CBM parce que YouTube, justement, je voulais développer tous les autres aspects qui fait que je suis moi. Mais au final, c'est vrai que les gens me connaissent sous Curvy Blue Marine et du coup, quand ils me cherchent, ils me trouvaient pas et donc j'ai remis Curvy Blue Marine. Mais je garde quand même Just CBM dans un coin de ma tête au cas où. Donc c'est comme ça que Curvy Blue Marine est né et alors je me rappelle qu'à l'époque j'écrivais un article blog une fois par semaine. C'est comme ça que j'ai découvert aussi les réseaux sociaux. Je me suis du coup inscrite sur Instagram pour relayer mes articles de blog pour que des gens aillent les lire. C'était vraiment une belle période. En fait j'ai découvert plein de passions différentes parce que pour faire un blog, il y a l'aspect écriture, il y a l'aspect communauté sur les réseaux sociaux, il y a l'aspect photo évidemment. Tout ça ensemble, j'adorais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui et 9 ans plus tard, Curvy Blue Marine existe toujours. Cependant, voilà, comme je vous le disais, moi Curvy Blue Marine c'est une activité complémentaire depuis 5 ans seulement, donc au début c'était vraiment, je recevais de temps en temps des choses, mais la plupart du temps je faisais moi-même mes achats, je me faisais absolument pas rémunérer. À la fin de mes études j'ai dû commencer à travailler. Moi à la fin de mes études je voulais partir en Australie, je voulais partir 1 an, je sais pas pourquoi, j'avais besoin de me prouver moi-même que je pouvais me débrouiller toute seule, j'avais cette envie et j'avais déjà mon visa et j'avais mon billet d'avion. J'avais fait un prêt étudiant, je me rappelle pour ça, que je rembourse toujours. C'est super. Et au final je ne suis pas partie parce qu'il faut sachez que j'ai réussi toute mon année sauf mon mémoire de fin d'année. Donc je devais repasser mon examen début janvier. Donc on était à la fin juin et je devais repasser mon mémoire début janvier. Et je me suis dit si je pars en Australie, il n'y aura pas de mémoire, je ne le ferai jamais, ça c'est sûr. Donc je repousse mon voyage en Australie et je refais ce mémoire en janvier. D'ailleurs c'est à cette même période que j'ai rencontré Maëva pour la toute première fois. On s'est pas mis tout de suite ensemble, mais voilà, mais ce sera un autre sujet de vidéo. Je repasse ce mémoire. Cette prof me fait rater encore une fois. Et d'ailleurs elle me dit aussi que je n'écrirai jamais de livre. Et j'attends juste le bon moment pour lui prouver le contraire. On m'a dit tu n'arriveras pas à faire des grandes études. J'ai fait 5 ans d'études et j'ai réussi avec une mention distinction. On m'a dit que je n'écrirai jamais de livre, ce n'est pas encore arrivé, mais t'inquiète qu'un jour je le ferai et t'inquiète qu'un jour je te l'enverrai par la poste, ma belle. Je refais mon mémoire, elle me fait rater encore une fois et là je dis écoute, c'est plus possible, à un moment donné moi j'ai réussi tout le reste et donc là je fais un recours qui est fort heureusement accepté. J'obtiens enfin du coup mon diplôme de fin d'année. Voilà, je sors d'une famille où les études c'est important et donc pour moi ce diplôme, ce bout de papier, clairement que finalement personne m'a demandé, mais c'était important pour moi de l'avoir. Donc je suis revenue à la maison et je vous avoue qu'après avoir vécu 5 ans toute seule, revenir à la maison chez tes parents, c'est pas la grande partie de plaisir, voilà. Ça n'a jamais été l'amour fou, moi et mon beau-père, n'a jamais été la grande entente. Donc en gros, mon objectif c'était de partir de là le plus vite possible et j'avoue que finalement, j'ai commencé à chercher un travail et que l'Australie, ça m'est un peu passé au-dessus de la tête. Après, moi, j'ai confiance en la vie. Je me dis que finalement, peut-être c'est que ça ne devait pas se faire. Donc voilà, pas d'Australie. J'ai commencé à bosser. J'ai trouvé un job pas très loin de chez ma maman, d'abord. Et c'est là que le chapitre sur l'expérience professionnelle et ma carrière commence. Et c'est là aussi que les emmerdes commencent. Ma famille habitant dans la province de Luxembourg, on est vraiment très proche de la frontière. L'objectif le plus important, c'est d'aller bosser au Luxembourg parce que les salaires sont beaucoup plus avantageux. Néanmoins, le Luxembourg n'est pas non plus un paradis tout rose, bien au contraire. Donc premier boulot, je trouve un job d'architecte à temps plein dans une entreprise qui fait du prêt-à-porter. Et du coup, il me missionne pour un CDD de 3 mois pour designer et architecturer la prochaine boutique qu'ils ouvrent dans un grand centre commercial à Luxembourg qui est la Cloche d'Or, ça je peux le dire. Donc je sais que c'est un CDD de 3 mois, mais on me le vend quand même dans l'objectif de continuer sur un CDI par la suite. C'est assez intéressant parce que eux sont vraiment
Plus à la frontière que ça, il n'y a pas. Ils se disent au Luxembourg pour payer moins d'impôts, mais ils emploient des Belges avec un salaire belge. Et donc, je gagnais vraiment une misère. À l'époque, pour un temps plein, en tant qu'architecte, 1300 € par mois. On arrive vers la fin de ces 3 mois, tout se passe bien. J'aime bien mon boulot. Allez, l'architecture, en plus dans de la mode, c'est tout ce que j'aimais. De temps en temps, je m'occupais aussi un peu de leurs réseaux sociaux. Donc, je pensais que ça se passait bien et donc, d'office, j'allais aboutir sur un CDI. Je prends une semaine de vacances. On me dit oui, parfait. Je pars une semaine en vacances. La semaine d'après, je reviens au boulot normal comme si de rien n'était. La seule avec qui je m'entendais pas, c'était celle de la compta. Et là, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis je reviens bosser. Puis là, elle me dit viens un peu dans mon bureau. Puis du coup, j'y vais et elle me dit en fait, on t'a pas repris, c'est fini. Personne me l'a dit. Ah si, ton contrat est terminé, donc t'as rien à faire là, quoi. C'est comme ça que j'ai été virée pour la première fois. Enfin, virée, c'est un gros mot, c'est juste qu'on n'a pas renouvelé mon contrat. Mais en fait, la boutique était terminée. Donc pour eux, c'était terminé, quoi. Mais bon, voilà, j'ai pas cherché. Mais en tout cas, il s'est excusé. Et je crois que pour s'excuser, il m'a demandé de m'occuper de la deuxième soirée du personnel l'année d'après. Et moi, conne comme je suis, je l'ai fait. Puis ils m'ont dit, mais viens à la soirée du personnel. Et je dis, j'en fais plus partie. Donc non, je ne viens pas. Donc j'ai juste décoré la soirée. Je sais même pas si j'étais rémunérée ou pas grand chose, à mon avis, des miettes. J'étais vraiment conne, j'étais vraiment pas préparée, quoi, au monde cruel de l'entreprise. Entre-temps, moi, je m'étais acheté une voiture pour aller travailler, une toute petite voiture, une Citroën C3 que vous connaissez probablement parce que elle a fait le buzz sur TikTok pendant le Covid, quand on me l'a mis dans le champ. Donc normalement vous connaissez un peu cette voiture, c'était vraiment une occasion qui m'a coûté même pas 5 000 €. Donc j'avais une voiture à rembourser, donc j'avais pas le choix que de trouver un autre travail très 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 rapidement. Et j'ai une copine à moi qui était influenceuse, elle travaillait dans une société, une entreprise à Luxembourg. C'était une chaîne de salons de coiffure. Et donc elle me dit nous on a besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux, pour créer du contenu, donc viens passer un entretien. Mon travail d'avant d'architecte, ça a été le seul boulot d'architecte que j'ai eu, puisqu'après je n'ai fait que de la com. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette chaîne de salons de coiffure. Donc ils avaient ces 3 pôles-là et je devais m'occuper des réseaux sociaux et de la com de ces 3 pôles. Donc j'ai atterri dans cette boîte qui était une entreprise familiale. Il y avait le papa, la maman, la fille, son frère et puis les employés. Voilà, c'est vraiment l'entreprise luxembourgeoise par excellence. Des fois, je demandais pour partir 1 heure plus tôt pour aller à un événement à Bruxelles pour l'influence. On me l'accordait, mais on me regardait d'un mauvais œil. On me méprisait devant ma tronche. Moi, je faisais mon taf. C'était pas que je kiffais, mais ça allait. Spoiler alert, j'ai tenu 6 mois. J'en pouvais plus, en fait. Le fait que c'était une entreprise familiale, c'était ultra toxique. Ils avaient aucun management. J'avais une fois la fille, elle venait regarder mon travail, elle me disait ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime pas, tu enlèves, ça tu modifies, naninana. Et puis 15 minutes après, j'avais la mère qui venait près de moi voir mon travail et qui me disait tout l'inverse. Tout l'inverse, mais vraiment. Et du coup, eux-mêmes étaient pas d'accord et moi je devais tant bien que mal essayer de contenter tout le monde. C'était horrible. Alors à cette période-là, j'ai commencé à avoir des crises de douleur au niveau du ventre et du bas. C'est avéré en fait être un calcul de la vésicule biliaire que j'ai enlevé par après et je crois que je me mets en maladie même pas 1 semaine, quelques jours, 5 jours. Ce qui fait que quand je suis revenue de ce congé maladie, et c'est ça qui est marrant, en fait j'avais écrit ma lettre de démission. Ils m'ont tout de suite appelé pour m'emmener en salle de réunion, pour me virer. Voilà, on va pas continuer avec toi. Ah mais ça tombe très bien parce que je veux démissionner. Et donc, ah mais pourquoi? Ils comprenaient pas. Et donc j'ai même pas eu besoin de faire de préavis, je suis partie directement tout de suite. Un peu embêtée parce que moi je suis quelqu'un qui est très people pleaser. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde, j'ai envie d'être parfaite. Je savais en partant qu'ils étaient pas contents de moi. Et puis bon, après un certain temps j'ai lâché prise, on peut pas plaire à tout le monde. Et au final, OSEF. Surtout que c'était vraiment des connards. Donc j'avais passé un entretien entre-temps ailleurs, dans un magasin de mobilier à Luxembourg, toujours pour un poste de community manager de ce fameux magasin de meubles à Luxembourg, meubles de luxe. Je commence là-bas, j'avais passé l'entretien en anglais, j'étais assez stressée parce que le patron était un Islandais. J'ai réussi l'entretien. Et donc je démarre ce poste et j'avoue que c'était assez idéal pour moi vu que ça mélangeait mes 2 passions réunies, les réseaux sociaux et la décoration, le mobilier, etc. Je faisais des horaires 10h, 18h je crois, donc c'était quand même assez cool. Je commence en février. Et paf, en mars arrive le Covid. Donc je venais vraiment d'arriver depuis 1 mois, on vire les 2 vendeurs et on me dit qu'en fait je vais devoir faire un peu de tout. Mais j'ai quand même su me rendre un peu utile, même pendant le Covid, où je proposais des initiatives pour les réseaux sociaux, pour pas qu'on oublie en fait. Tout ça en anglais évidemment, vu que le big boss était islandais. Donc ça, j'aimais bien aussi le fait de parfaire mon anglais. Je suis quand même restée 1 an chez eux, quasiment 1 an. C'était une chouette expérience, niveau boulot, niveau humain on y viendra. Le temps passe.
ça se passe bien. Franchement, je m'entends bien avec mes collègues. Bon, il y en a certains, ils sont un peu relous. Il y en a, ils me faisaient quand même pas mal de blagues de cul. Ça avait l'air de me cringer, mais bon. J'ai de nouveau eu une grosse crise de douleur. Alors, j'en avais déjà eu entre-temps, hein, mais toujours pendant des jours de congé ou dans des week-ends, ce qui ne nécessitait pas que je quitte le travail. Et là, je vais à l'hôpital d'Arlon, tant bien que mal, alors que je vomissais de douleur, que j'étais prête à m'évanouir, mais en fait, ça s'est déclenché en pleine nuit. Et là, on me dit qu'en fait, j'ai un gros énorme calcul biliaire dont on me doit opérer d'urgence. Ah mais non, vous allez devoir être 3 semaines en arrêt minimum. Et moi, tout de suite, j'ai paniqué parce que mon boulot, je peux pas les laisser tomber. Bref, je dois me faire opérer d'urgence, donc je demande à ma maman de faire tout le nécessaire niveau papier, prévenir ma responsable, etc. Et puis, bien vient cette fameuse 3 semaines d'arrêt maladie. Et c'est ça aussi qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que même si j'étais en maladie, j'ai continué à poster sur les réseaux sociaux, pas des posts évidemment, ni de collaboration commerciale ou quoi que ce soit, mais je mettais des petites stories de ma maman qui me lavait les cheveux parce que je pouvais pas aller sous la douche. Et vers la fin de ma maladie, c'était Halloween et donc j'ai fait un petit maquillage en story. Ça n'a pas plu à mes responsables qui sont estimés que si je savais rigoler en stories, je pouvais venir bosser et porter des meubles lourds alors que je ne pouvais rien porter. Évidemment, pendant ces 3 semaines de maladie, personne m'a demandé comment j'allais. Les 3 semaines de maladie se passent, j'aurais pu très bien les prolonger, mais non, je retourne au boulot. Et de fait, j'arrive à peine 1 heure après que je suis arrivée, tu peux venir au bureau, on doit te parler. Et ceci dit, en retournant au boulot, j'avais déjà cette boule au ventre, j'avais déjà ce pressentiment qu'on allait me virer. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Il me tend un papier, rupture de contrat, quoi. C'était un CDI, mais il me dit, en revanche, si tu montres qu'on peut vraiment compter sur toi, je déchire ce papier. J'ai dit, mais qu'on peut compter sur moi, en fait, de la même manière qu'avant je bossais. Parce qu'avant, vous étiez content de mon travail, donc en fait, je dois refaire exactement comme avant ma maladie. Oui, c'est ça. Et je dis non, on déchire pas ce papier, c'est bon, je m'en vais. Vous pouvez me virer, y a pas de problème. Et là, j'avoue, j'ai été déçue parce que je m'étais attachée un peu à ce boulot. Et parce que j'ai dû me faire opérer d'urgence et parce que j'ai pris, en fait, les 3 semaines de maladie qui m'étaient dues, on me virait. Donc, je n'avais pas pris de congé, donc j'avais pas mal... Je crois que j'avais 1 mois de congé à prendre, sinon ils devaient me les rémunérer, évidemment. Et du coup, 3 mois de préavis à faire. Et donc, j'ai pris que 2 mois de préavis, vu que j'avais 1 mois de congé à prendre. J'avais envie de les faire chier jusqu'au bout. Et tous les jours, je suis venue au boulot, le sourire, tout en sachant qu'on m'avait chié à la gueule, quoi. Vraiment trop de détails, mais... donc, le jour où je suis revenue et qu'on m'a virée, normalement, moi, mon bureau, il était au début du magasin. J'avais un beau bureau avec une bonne chaise, etc. Et je suis revenue, on m'a mis dans le KGB. À l'arrière, dans l'arrière remise, là où il y a tous les stocks, là où il y a le frigo, là où il n'y a pas de chauffage, sur une petite chaise en bois où j'avais mal le dos, alors que je venais de me faire opérer. Là où il y avait du courant d'air tout le temps, parce qu'en fait il y avait les livreurs qui venaient déposer les stocks, donc j'étais tout le temps dans du courant d'air, voilà, avec une caméra pour surveiller ce que je faisais. Donc je me suis syndiquée. Bon, je ne sais plus c'était quoi les bails, mais en gros j'ai quand même réussi à avoir un demi-mois de salaire, d'indemnité, parce que voilà, c'est pas normal, je suis désolée. Et ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est de se syndiquer pour protéger vos droits en fait. Ah oui, et je me rappelle qu'ils avaient engagé une nouvelle vendeuse qui avait plus ou moins mon âge, une trentaine d'années, qui est une grande artiste. Bref, elle faisait des œuvres d'art et tout, encore, mais très très perchée. Elle était très très chouette et on s'entendait bien, et du coup on mangeait nos temps de midi ensemble évidemment. Ce gros musclé de facho a été lui dire ne va pas manger avec elle, elle est toxique, elle pourrait avoir une mauvaise influence sur toi. Et la meuf lui a dit mais en fait j'ai 32 ans, t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Je mange avec qui je veux, quand je veux, t'as rien à me dire quoi, t'es pas mon père. J'étais là mais... fume quoi, je suis de mauvaise influence. Voilà, c'est comme ça que mon dernier job s'est terminé. Après ça, j'ai eu droit du coup à 1 an de chômage. Et donc je me suis dit, je vais profiter de cette année pour me lancer à 100% dans l'influence. Donc ça, c'était 2021. Au final, je n'aurais bossé à 100% dans l'influence que quelques mois parce que j'ai eu la proposition de rentrer dans le job dans lequel je suis encore aujourd'hui. Et donc, on prend contact avec moi et on me dit, voilà, en fait, ce que tu fais pour toi sur les réseaux sociaux, on a envie que tu fasses la même chose, mais pour nous. Et donc, j'ai passé l'entretien. Ayant vécu ce que j'ai vécu, j'ai mis un peu plus mes conditions qu'avant. Donc, je disais, voilà, moi, je veux travailler avec n'importe quelle marque que je veux. Si, à l'époque, je faisais encore bien des sponsors pour des sextoys, etc., ils ont dit, aucun problème. Mais c'est le premier boulot où je me suis sentie respectée, où je me suis sentie à ma valeur, où je me sentais utile. C'est très flexible dans les deux sens. C'est parfois pas évident parce qu'on peut m'appeler des fois un soir à 20h, mais de l'autre côté, si je dis voilà, je pars en voyage presse avec une marque pendant 3 jours, on le respecte et on me fout la paix. Et surtout, ce que j'aime avec elle depuis le début, c'est qu'elle en a rien à foutre de ce que je poste.
Donc le boulot il est fait et ça c'est parfait. En février ça fera 4 ans, ça va beaucoup trop vite. Pendant ces 4 ans je pourrais en faire un autre sujet de vidéo, qu'est-ce que c'est de bosser 4 ans dans la politique. Mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais néanmoins j'aime mon boulot et ça m'apporte une sécurité financière qui n'est pas négligeable, faut pas se mytho. Donc voilà, niveau carrière, où j'en suis, à 32 ans. Mais pour moi, en tout cas, il n'y a pas de parcours préétabli. De toute façon, pour moi, l'objectif, c'est de faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est pas l'influence, c'est créer, en fait. Et du coup, j'essaye, tant bien que mal, avec mes différentes sociétés, Curvy Blue Marine et Glowy Design, d'en vivre. Ça n'est pas encore le cas, mais je sens que je m'en rapproche tout doucement. Mais, et c'est là que j'en rentre dans le chapitre du burn-out. Ça fait un moment que je me dis que je dois vous faire cette vidéo parce que je crois que je fais un burn-out. Et en général, si tu crois, c'est que t'es déjà même bien loin dans le burn-out. Voilà, aujourd'hui on est dimanche. Lundi dernier, je donnais formation toute la journée pour Glowy Agency. J'étais en talons toute la journée et j'ai pas eu mal. J'étais étonnée de pas avoir mal au dos, de pas avoir mal aux pieds, de pas être fatiguée. Je crois que j'ai déblatéré et enchaîné toute la journée. Je crois que les participants sont sortis avec la tête comme ça. Donc je donne des formations réseaux sociaux pour aider les indépendants à eux-mêmes créer du contenu sur les réseaux. J'ai eu terminé la formation, on a fait un petit débrief avec Melvin, notre nouvelle employée et notre graphiste Emma Eva. Et je me suis endormie direct. Et je me vois trembler dans mon sommeil. Le lendemain matin, je travaillais pour mon mi-temps, donc de collaboratrice parlementaire, et je vais au boulot, fatiguée, mais ça allait. Et en plein milieu du travail, je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer sans savoir m'arrêter, la gêne. Et donc elles m'ont dit, mais écoute Marine, rentre chez toi quoi, rentre chez toi. Et elles m'ont envoyé des messages adorables pour me demander de mes nouvelles, comment j'allais, etc. Vraiment, c'est un des seuls jobs où vraiment il y a de l'humain, contrairement aux autres. Et puis alors mercredi, en fait j'avais des tournages toute la journée pour les community management du mois de décembre. J'ai eu du mal à me lever, donc j'avais les tournages toute la journée avec différents clients et mon employé. Et je suis arrivée avec du retard parce que j'avais trop du mal à me préparer. Donc c'était un tournage dans un café et en fait il y a des clients. Et donc en fait il y avait beaucoup de monde, il y avait des bébés qui pleuraient et tout. Et je voyais le temps passer et je voyais qu'on n'arrivait pas à avancer. Et moi je me dis mais en fait on a un autre tournage derrière. Et je commençais à stresser et tout. Et j'ai pleuré devant une cliente, la gêne. Ouais, heureusement, c'est une chouette cliente, elle a été hyper compréhensive, elle m'a offert un café, elle m'a dit ça va et tout, j'ai dit oui. Mais bon, ça ne devrait pas arriver. On a continué la journée, ça a été... Une fois terminé, j'ai dormi. Le jeudi, normalement, je donnais une autre formation à mes comptables qui, elles aussi, veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Et Dieu m'a entendu, elles ont reporté. Et je me suis dit, alléluia, une journée tranquille où je vais pouvoir un peu me remettre à jour. Parce que niveau curvy, j'ai aussi des deadlines. Et donc le matin, j'avais ma manucure, ça me fait du bien de penser à autre chose. Puis l'après-midi, vient le moment de bosser à la maison et j'y arrive pas. Tout me paraît comme une montagne. Je me suis fait violence pour poster une vidéo qui était prête, qui avait du retard en plus. Donc puis vendredi, j'ai réussi à rebosser un petit peu de la maison. En fait, j'ai 3 jobs où tout est mélangé. Je ne peux pas me dire, voilà, je fais mes heures et puis je peux passer à autre chose. Il n'y a plus de vie pro-perso, en plus je travaille avec ma femme, ma compagne, et donc en fait tout est mélangé tout le temps. C'est vrai que du coup, c'est compliqué de mettre des limites et d'éviter ce fameux burn-out. Et donc voilà, hier, c'est moi qui suivais une formation de conseillère en images pour faire évoluer Curvy Blue Marine. Ça m'a fait du bien aussi, pareil, de penser à autre chose, mais c'est à Liège, donc j'avais un petit peu de route, donc j'étais aussi fatiguée. Et aujourd'hui, je me suis levée, je me suis dit, je me dois me lever tôt parce que j'ai beaucoup de travail, dont filmer cette vidéo aujourd'hui, et j'ai d'autres vidéos à tourner, etc. Je dois aller aussi aider ma sœur, et je me suis réveillée à 10h30. Chose qui n'arrive jamais. J'ai l'impression que ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à prendre un peu de temps off, donc j'espère que je vais pouvoir rattaquer cette semaine parce que c'est juste le pire moment. J'entre dans le mois de décembre, ce qui est la plus grosse période de l'année niveau marketing et influence. Et d'ailleurs, j'en viens aussi au fait que je vous avais promis Monts et Merveilles pour le Noël de CBM, qui est ma tradition et qui est ce que j'aime faire le plus, en fait, sur les réseaux aussi. Et donc, je voulais, cette année, faire ça sur YouTube, avec un vlog tous les dimanches pendant la période des fêtes, mais aussi 2 concours sur Instagram pour pas non plus abandonner les gens sur Instagram. Normalement, je fais un générique assez marrant. C'est déjà la 5e édition. Je fais ça chaque année parce que j'adore la période des fêtes. Pour moi, c'est aussi l'occasion de vous gâter. C'est l'occasion de remercier les marques avec qui je travaille toute l'année. Et à cause du fait que je me sens mal et que tout me paraît une montagne insurmontable,
Deux choses, je pense aussi, ont accentué ce phénomène. On a une carte SD qui a complètement craché et ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de rush pour la vidéo que je suis en train de tourner maintenant et qui fait que j'ai aussi perdu des rushs pour des clients qu'on a dû retourner, qu'on a dû remonter, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, je dirais une semaine, ce qui nous a mis aussi une pression vis-à-vis de la cliente. Il nous a dit on vous fait plus confiance, maintenant ça va, elle a reçu le travail et je pense qu'elle est satisfaite et contente. Ça m'a mis dans un stress énorme, ce qui fait que je dois retourner évidemment cette vidéo pour le Black Friday, que cette vidéo est également sponsorisée. Il y a cette chose là, et deuxième chose, ma monteuse YouTube est overbookée, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à tenir les délais. J'ai d'abord commencé avec une première monteuse avec qui ça n'a pas été. Elle s'est proposée à moi en me disant je te suis depuis tes débuts, moi je suis trop chaude de faire tes vidéos YouTube. On a commencé à travailler du coup, je crois que c'était au mois d'avril jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai 4 vlogs pendant la période des fêtes, donc un tous les dimanches. Ça devait être l'apothéose de cette première année sur YouTube et en fait je n'ai pas de nouvelles d'elle. Ça me met aussi dans un état de stress que vous n'imaginez même pas, parce que non seulement j'avais déjà envoyé tout à mes marques qui attendent une réponse de ma part et moi je n'arrive pas à savoir si je serais capable de tout faire. J'ai trouvé une autre monteuse avec qui je l'espère, mais j'en suis persuadée, ça se passera bien. Mais en fait, je ne sais pas si je me sens capable de faire ce fameux vlog par semaine, en plus du reste. Et en même temps, on part à Paris le week-end prochain avec ma maman, et en même temps, on part à Londres fêter le Nouvel An avec mes copines. Donc je ne me vois pas ne pas vous partager ça sur YouTube. Mais voilà, il se peut qu'il y ait peut-être moins de concours que prévu. Faut vraiment que je me pose pour y réfléchir et y refaire le clair dans ma tête, mais il se peut qu'il n'y ait pas un vlog par semaine, mais peut-être 1 ou 2 pendant la période des fêtes. En fait, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour ne rien vous promettre. Je vous promets que je vais faire du mieux que je peux, et en même temps, je suis sûre que je suis toute seule à me mettre une pression et que vous n'attendez rien de moi. Mais voilà, moi, c'est vraiment ma plus grosse période où j'aime faire plaisir, où je me démène pour vous faire un peu rêver, etc. Ça me tenait à cœur de le faire, et donc ça me mine le moral de savoir que je vais pas pouvoir le faire comme je l'aurais voulu. Et ceci dit, si j'y arrive quand même déjà à faire quelque chose, ça sera déjà très bien. Il faut que je sois un petit peu plus indulgente avec moi-même, mais je pense que vous me connaissez, je suis une perfectionniste, je suis un peu émue là. Je suis perfectionniste, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, et donc pour moi, cette période, ça devait être l'apothéose de toute cette année qui vient de se dérouler, que ce soit sur Instagram comme sur YouTube, où j'ai quand même réussi plus ou moins à poster une vidéo par mois, et ça devait aussi me challenger pour la suite, parce que j'aimerais en 2026 arriver à 2 vidéos par mois. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Là, je vous avoue que j'ai un peu une baisse de motivation parce que j'ai l'impression de devoir tout porter toute seule. Je vous promets de faire du mieux que je peux, mais je peux pas vous dire qu'il y aura peut-être un concours tous les dimanches. Peut-être que je vais déroger à cette tradition en fonction de mon état, parce que voilà, le plus important, c'est que j'arrive déjà à respecter les deadlines de ce qu'on me demande avant d'en rajouter. Donc voilà, je sais que je suis un peu triste parce que pour le moment, j'ai l'impression que je ne fais que des collaborations rémunérées sur Instagram, mais je n'ai vraiment pas le temps pour le moment de refaire du spontané. Je vous assure, les amis, que je cherche des solutions pour pouvoir retrouver de la joie de poster, pour pouvoir retrouver de la spontanéité, parce que je ne fais plus que du montage. Voilà, je pense que je vais prendre une monteuse pour YouTube, mais aussi une monteuse pour monter mes réels, ou en tout cas une partie, parce que en fait j'en ai marre d'être tout le temps assise dans mon canapé ou dans mon lit à faire du montage. Ce n'est pas une vie de faire ça, je fais du montage pour ma boss, pour mes clients, pour moi. Ça devient vraiment beaucoup. Et je pense qu'il faut que je profite de cette fin d'année pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour refaire un peu le point sur ce que je veux vraiment et pour voir un peu comment je vais organiser tout ça. Hello mes puces, c'est la Marine du montage. Enfin, la Marine du montage, c'est pas moi qui monte, mais c'est pas grave. On a un magnifique décor, je suis en voiture, je dois aller aux poubelles. Et je suis en route aussi pour le boulot et le travail. Donc j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller vite. Écoutez, c'est drôle parce que chez moi, il me manque une ampoule. Et donc je ne vois rien. Et regardez, ce n'est pas du tout transparent, ça va être génial cette journée. Enfin bref, j'ai regardé la vidéo, la V1, et en fait je me suis rendu compte qu'il manquait quand même pas mal d'informations, que j'avais envie de revenir et de faire le point dessus. Donc on va les faire maintenant. Alors déjà je voulais préciser que du coup à cause de mon parcours familial, à cause ou grâce, on a des métiers passion. En fait ça me semble impensable pour moi de faire quelque chose que je n'aime pas. Ça me tient très à cœur de vivre de ce que j'aime faire et de ma passion, et j'essaye de m'en donner les moyens, mais je vous avoue que ce n'est pas facile. Et j'aurais aimé pouvoir me contenter d'un simple job où je fais du 9-17, etc. Mais j'ai essayé et ça ne me convient pas du tout. Déjà parce que je me sentais enfermée, je me sentais étouffée. Et ensuite, on peut pas dire que j'ai eu des très très bonnes expériences professionnelles. Voilà, c'est hyper important pour moi. C'est un peu mon rêve et mon dream de pouvoir vivre de ma passion, créer, avoir mon studio où je peux faire mes photos, des shootings, où je peux recevoir pour faire mes formations, etc. Vraiment un lieu hybride où je peux donner vie à toutes mes envies en fait. C'est hyper important pour moi, mais ça mène aussi d'une certaine façon au burn-out parce que en fait je m'en donne tellement les moyens que je ne m'arrête jamais. Et en plus de ça, ça
ça n'arrive pas. Donc peut-être qu'il y a une petite remise en question à faire. Aussi par rapport au burn-out, je voulais quand même préciser, petit disclaimer, je n'ai pas été voir un médecin qu'on ne m'a pas officiellement diagnostiqué en burn-out. J'arrive pas à dire burn-out, en burn-out, mais voilà, c'est une intuition, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et d'ailleurs, je suis très, en fait, sujette au burn-out en tant que personne passionnée déjà. Je n'arrête jamais, j'ai toujours 10 000 choses en route, j'aime faire plein de choses différentes, je n'arrive pas à faire de choix et c'est un de mes défauts, je pense, c'est que je veux faire trop de choses en même temps. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de perfectionniste, aussi people pleasure, et du coup, j'ai envie toujours de bien faire, de montrer le meilleur de moi-même, ce qui fait que je loupe souvent des repas, je fais souvent des nuits blanches, je ne m'arrête jamais. Et ça aussi, le fait d'être indépendant, ça n'aide pas, bien évidemment, voire pas du tout. Non, en fait, il n'y a jamais de répit, il n'y a jamais de temps off. Quand je suis en temps libre, je pense quand même à ça, à ce que je dois faire, à ci, à ça. Est-ce que ma stratégie est bonne? Est-ce que je dois pas changer ci? Est-ce que je dois pas changer ça? Bref, il y a toujours quelque chose à penser. Donc, c'est très très rare les moments off, qu'on soit indépendant ou tout simplement passionné. Aussi, je voulais préciser que normalement, le mot burn-out ne fait absolument pas partie de mon vocabulaire normalement. Je suis une meuf hyper bosseuse. Je suis rarement dans mon canapé affalée à ne rien faire. Même quand je regarde un film, je fais toujours du montage ou j'essaye de faire des stories ou quelque chose en même temps. Il faut dire que je ne me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai commencé à bosser dès 15 ans tous les étés. En même temps, en plus de mes études, j'avais un job le week-end pour gagner un peu de sous. Je suis la meuf la plus bosseuse, je pense. Bon, pas de la terre, évidemment. Mais voilà, pour moi, burn-out, c'est pas censé me concerner parce que déjà, je fais des choses que j'aime. Et en plus, parce que j'aime travailler. Je suis une workaholic. Et du coup, j'avoue que c'est la première fois que j'essaye d'en parler sans tabou. Voilà, j'ai un peu du mal avec ce mot-là parce que voilà, j'ai pas envie d'être associée à quelqu'un de fainéante. Je pense que ce n'est vraiment pas mon cas. Et d'ailleurs, en 9 ans d'influence sur Curvy Blue Marine, ça aussi, ça n'aide pas pour le burn-out. C'est que Curvy Blue Marine, en fait, je vous partage ma vie. Donc, quand je m'octroie des vacances ou des temps off, en fait, c'est ces moments-là où je suis le plus inspirée, où j'ai envie de vous partager ce que je fais en vacances, les décors dans lesquels je suis, etc. Donc, ce qui fait en fait que je me suis jamais forcée à poser mon cul dans un hôtel all-in, à juste dormir, lire, aller à la plage et c'est tout quoi. Non, à chaque fois, il a fallu que je fasse des city trips, ou je fasse des guides pour montrer toutes mes bonnes adresses, où je devais montrer en story tous les jours ce que je devais faire. Et évidemment, tout ça, c'est moi qui me l'inflige parce que j'ai envie de le faire et parce que, comme je vous le dis, je suis en vacances, donc j'ai des décors qui sont beaucoup plus beaux que quand je suis chez moi et donc je suis inspirée et j'ai envie de faire des vidéos et j'ai envie de vous le partager. Donc en fait, je ne m'arrête jamais. En 9 ans, je crois que la plus longue pause que j'ai prise, c'était l'année dernière. Le truc arrivait déjà un petit peu. C'était début d'année. Je crois que j'ai fait une petite pause de janvier à mars parce que j'étais déjà à bout après justement l'année où j'accumulais 4 jobs. C'est la plus longue pause que j'ai fait et encore, elle n'était pas totale à 100%. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, influenceurs, qui s'octroient 2 semaines, voire 3 semaines de répit, souvent pendant soit les congés d'été, soit les congés d'hiver, donc période de Nouvel An, juste après Noël, vu que c'est la plus grosse période de marketing. Voilà, c'est quand même assez monnaie courante chez les gros influenceurs qui peuvent se le permettre. Ça ne m'est jamais arrivé. Et ceci dit, je ne sais pas si j'aimerais, mais voilà, ça ne serait pas négligeable quand même. Et enfin, je voulais aussi faire une petite conclusion autour de mes études pour vous dire que déjà, je ne regrette rien de ce que j'ai fait parce que c'est en fait en faisant tel parcours qui m'a mené à telle chose, qui m'a mené à telle chose. Je suis de celles qui pensent qu'aujourd'hui, c'est surtout vos compétences qui comptent. Aujourd'hui, on vous engage vraiment pour ce que vous savez faire, plus pour moi que les papiers et le diplôme. Néanmoins, je ne pense pas que les études ne servent à rien, bien au contraire, ça a été très révélateur pour moi, ça a été déjà une expérience formidable, ça m'a aidé à grandir, à mûrir, ça m'a appris à travailler, à être régulière, ça m'a appris à être autonome et à apprendre par moi-même surtout. Je pense que c'est important de vivre sa jeunesse, de voir autre chose que ce qui se passe chez soi. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, dans une carrière professionnelle, ce qui compte et ce qui prime, c'est vraiment vos compétences, de l'expérience sur le terrain. Surtout, j'étais vraiment pas prête quand on m'a lancée dans le milieu du travail. Voilà, je pense que aujourd'hui, on devrait plus nous apprendre à savoir se faire respecter, comment manager des équipes, plus que de la théorie et avoir un papier que finalement de toute façon personne va regarder. Je suis vraiment entre les deux. Je suis pas du tout de celles qui disent que les études ne servent à rien, bien au contraire, mais je pense que c'est pas ça qui prime le plus aujourd'hui dans une carrière professionnelle. C'est la débrouillardise, c'est le fait d'apprendre soi-même, c'est le fait d'avoir un peu de culot, de bagou, voilà, c'est ça, le bagou. Je pense que c'est vraiment tout ça. Je vous embrasse mes posts et on retourne à la vidéo.
Voilà, sur ce, mes puces, j'ai fini de blablater. Je n'ai aucune idée de combien de minutes cette vidéo fera. Ça risque d'être long. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. J'espère que ça vous aura appris un peu plus sur moi, mais aussi un peu plus sur ma manière de penser, ma philosophie sur le travail, sur tout ça. Je pourrais évidemment continuer à en parler pendant des heures et je vais m'arrêter là. Je vous embrasse mes puces et je vous dis à la prochaine.